C'est plus compliqué de prendre des risques à 55 ans si on se trouve de boulot qu'à 23. Bonjour à tous et bienvenue dans le Shotio. François Morinière est l'ancien directeur général de l'Équipe. Cet entrepreneur à succès se livre aujourd'hui sans langue de bois sur les coulisses du journal. En 2008, François Morinière prend la tête du groupe L'Équipe. En 7 ans, l'homme d'affaires a beaucoup œuvré à la transformation du journal. Cerise sur le gâteau, le lancement de la chaîne L'Équipe, première et seule chaîne gratuite de sport en France. Et justement, en arrivant à l'Équipe, c'était l'objectif de développer une chaîne de télé. Quand je suis arrivé, c'était pas l'objectif. Il y avait à l'époque une chaîne de télévision payante qui s'appelait l'Équipe TV, qui était distribuée sur le bouquet Canal+. Donc parmi les questions qui se posaient, c'était l'avenir de cette chaîne, qui dépendait donc de Canal en termes de recettes. Et c'était un peu un risque. Et donc on se posait la question de savoir comment on allait changer éventuellement le modèle. Mais à l'époque, c'était pas encore décidé qu'il y aurait des chaînes supplémentaires, donc on savait pas. C'était un des points sur la table, une des questions importantes sur la table. Mais aussi développer sur le web, j'imagine. Bien sûr. Après, tout le reste du challenge, c'était de voir comment équilibrer d'un côté le déclin de la presse papier et de l'autre l'explosion du numérique. J'avais la chance que quand je suis arrivé déjà, le site internet de l'Équipe était très puissant. Donc l'Équipe avait déjà très bien fait le travail, puisque ça avait commencé dans les années 2000. Et donc après, il a fallu gérer la combinaison papier-digital. Et puis après, en y amenant bien sûr la vidéo et la télévision, et on voit aujourd'hui que tout est imbriqué. Mais on avait déjà une stratégie omnicanal à l'époque. Est-ce qu'il y a une du journal L'Équipe qui vous a particulièrement marqué? Il y en a plein. Il y a la une du record du monde du 100 mètres de Usain Bolt à Berlin, au championnat du monde en 2009, à 9,59. Là. On avait senti que c'était quelque chose d'incroyable. Enfin, à mon avis, on va attendre longtemps avant de voir ce record tomber. C'était foudroyant, la une de Bolt. Ça, c'était une mythique. Aussi la une, mais c'est plus personnel, la une de la victoire de Saint-Etienne en Coupe de la Ligue en 2013, les Anges Verts. Et j'imagine que vous avez fait des rencontres aussi marquantes. Est-ce qu'il y en a qui vous ont touché particulièrement? Une des volontés qu'on a eues assez forte très vite après mon arrivée, justement avec le directeur de la rédaction, c'est de faire venir beaucoup plus les sportifs au journal. On trouvait que la relation était un peu tendue parfois, ce qui est normal parce qu'il y a des moments où on critique parfois les champions, ce qui le vivent très mal à juste titre. On s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on reclarifie ce lien. Et donc on a eu de cesse que de faire venir très souvent des sportifs au journal. Donc souvent à la conférence de rédaction, pour qu'ils assistent et qu'ils disent ce qu'ils en pensent, et puis après souvent avec un déjeuner derrière. Donc on a beaucoup de sportifs qui sont venus. Ceux qui ont été pour moi marquants, c'est bien sûr Jean-Claude Killy, parce que Jean-Claude a été le rédacteur en chef de ce fameux numéro 20 000. C'est lui qui a fait le journal avec des sportifs, donc c'était quand même un moment fort et une prouesse étonnante. On avait fait un journal tout à fait remarquable et hors du commun. Après, j'ai beaucoup apprécié les visites de Nadal, Raphaël Nadal, qui est un garçon très sympathique, extrêmement bien élevé, extrêmement agréable. J'ai une pensée aussi pour Camille Muffat, qui était venu au journal après sa médaille à Londres et qui est, comme vous le savez, décédé dans un accident d'hélicoptère en 2015. Beaucoup de rugbyman, j'aime beaucoup le rugby. Notamment une très belle rencontre de Richie McCaw, Dan Carter et Graham Henry. En 2010, avant la Coupe du Monde chez eux en 2011, ça avait été un moment très beau. Pas énormément de footballeurs. Parce que c'est vrai que les footeux sont souvent très pris, donc c'est moins simple de les avoir. Des anciens, oui. Je dirais que là, ce qui est intéressant, c'est quand on est à la tête de l'Équipe, c'est de voir la diversité des sports. Par exemple, les voileux sont des gars passionnants. Le tennisman aussi, voilà, donc c'est très intéressant de voir tous ces champions. François Morinière a quitté l'Équipe, certes, mais n'a pas pour autant décroché avec le sport. J'ai quand même 2 liens officiels avec le sport. Le premier, c'est que je suis membre du comité d'audit du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc voilà, c'est intéressant de travailler et de contribuer à la réussite des Jeux. Et je suis également membre du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel depuis 1 an. Donc c'est aussi une façon pour moi de garder un orteil ou 2 orteils dans le sport. Et je garde des relations avec les anciens champions, avec qui j'ai sympathisé. Voilà. J'ai envoyé un petit mot à Teddy Riner en début de semaine. La France s'est classée 8e au JO de Tokyo et depuis quelques années, elle a alterné entre succès et échecs. Une inconstance qui interroge sur la place de la France dans le sport. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de la France aujourd'hui dans le monde du sport? C'est une bonne question, ça mériterait un long développement. Il faut faire un peu d'histoire. En fait, la France est un pays hybride entre les pays du Nord, anglo-saxons, et les pays du Sud. Au nord de l'Europe, dès le 19e siècle, le sport a fait partie intégrante de l'éducation des enfants. Dans les collèges anglais, dans les universités, dans l'école. Et donc, le sport est vécu dans ces pays-là comme une composante indispensable et essentielle de la croissance de l'homme et de son épanouissement. C'est tellement vrai qu'aux États-Unis, comme vous le savez, c'est souvent par le sport que des étudiants intègrent des grandes facultés et deviennent diplômés parce qu'ils sont très bons par le sport. Après, il y a le sud de l'Europe, spécialement Espagne, Italie et Amérique du Sud, où là, le sport est la passion.
principalement pour le football, mais pas que, aussi pour la Formule 1, pour la course automobile, pour le basket. Puis il y a la France au milieu. Et la France, le sport, c'est le mal aimé. Pourquoi? Parce que le sport n'a jamais fait partie de l'éducation des gens. Ça a été une matière qui a été considérée comme très annexe, celle des abrutis, en gros. On a très peu de sport à l'école, on a très peu de sport à l'université, c'est certainement pas un sujet de recrutement. Les profs de gym sont des abrutis. Je caricature, mais c'est ça la vision en France des élites. Et donc les élites n'ont pas compris que le sport était au contraire essentiel. Ça change, et je pense que les Jeux Olympiques de 2024 sont peut-être la grande dernière occasion pour que la pratique sportive aille plus loin. Mais donc l'éducation peut être une des clés. Ah bien sûr, l'éducation par le sport est une des clés. Lorsque vous étiez à l'équipe, j'imagine que les résultats des ventes aussi dépendaient de si par exemple la France... Bien sûr, une médaille, bien etc. sûr. C'est très mécanique. Déjà, si la France n'est pas présente, on vend moins. Et bien sûr, en fonction des résultats des équipes de France ou des Français, les ventes vont être totalement différentes. Je prends un exemple, je pense que la Coupe du Monde de 2018, la victoire de la France, c'est probablement pas loin d'1 million d'exemplaires de vente. Si c'est une défaite, c'est 400-500 000, 2 fois moins. Là, c'est l'ampleur maximum, mais c'est vrai sur tous les matchs de Coupe d'Europe, c'est vrai sur les matchs de l'équipe de France, c'est vrai pour l'équipe de France de rugby, c'est vrai pour les médailles olympiques, sachant que le plus grand amplificateur, ça reste le football. Et à l'intérieur du foot, j'imagine qu'il y a aussi des équipes. Alors après, même si ça va peut-être déplaire à certains, l'équipe française qui reste la plus populaire, c'est l'OM. C'est l'Olympique de Marseille, c'est lui qui fait le vendre le plus de journaux, parce que l'assise de l'Olympique de Marseille est la plus forte en France. C'est un club qui dépasse largement le bassin géographique de Marseille. Donc bien sûr, à Marseille, on vend beaucoup, mais il y a des supporters de l'OM partout en France. Et donc c'est le club qui a la plus grande assise. Après, derrière, on a Saint-Etienne, on a Lens, on a Paris, mais Paris est plus clivant, et Lyon. C'est pas simplement la quantité, c'est aussi l'engagement des supporters. C'est les supporters qui ont plus de ferveur. Et donc voilà, Marseille en tête. François Morinière a multiplié les succès dans l'entrepreneuriat, ce qui lui a valu le titre de chevalier de la Légion d'honneur. Et depuis 4 ans, il est à la direction du groupe La Bruyère. Et justement, pour vous, un bon directeur général, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une vision de l'entreprise qu'il dirige. C'est quelqu'un qui sait embarquer avec lui des équipes et les motiver, et qui sait leur déléguer des responsabilités. Et ça fait un bon cocktail, je pense. C'est vrai. Et j'ai une dernière question pour vous. Ouais. Si vous auriez un conseil à donner Oula. à un jeune entrepreneur, on va dire, qui a de l'ambition, Ouais. quelqu'un qui veut créer mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre finalement. Le seul conseil que je lui donnerais, c'est de prendre du plaisir. Il faut prendre du plaisir dans son boulot. C'est vrai pour un salarié lambda, un employé, un ouvrier. C'est encore plus vrai, bien sûr, pour un dirigeant. Il faut prendre du plaisir. Il faut faire quelque chose qui vous passionne. Le plaisir est un moteur formidable pour le boulot. Et prendre un peu de risques, surtout quand on est jeune, parce que c'est plus compliqué de prendre des risques à 55 ans si on se trouve de boulot qu'à 23. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à suivre le Chotio aussi sur les réseaux, donc sur Instagram, sur TikTok. Ça s'affiche juste en bas. Et puis n'oubliez pas, le Chotio revient le mois prochain.